Ouais.
Il y a participé avec un bon nombre de... Amael est fort. Moi, je vais Francis de. C'est une ligne pour Adam Moutinzamba Kelly, mais ça tout au dit Abracadabra.
La caméra, C'est bon. d'accord. Monsieur Massia, vous avez la parole. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce qu'on me suit? On me suit très bien. Voilà, merci beaucoup. Comme annoncé, il s'agit de Jonathan Luka Massia, licencié en droit international public à l'Université de Kinshasa. Je crois qu'on m'a déjà présenté. Je suis très content de vos présences et je salue en passant mon coach, Roi Tekas, qui est là avec nous. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous voir parmi nous. Et donc, comme intitulé, notre thématique de ce soir tourne autour de la création d'une juridiction pénale africaine par les protocoles de Malabo 2014 et son incidence sur la répression des crimes internationaux. Et dans mon intervention, portera d'abord sur les contextes historiques de l'adoption de ces protocoles de 2014, qu'est-ce qui a précédé les États africains à mettre en place ces cadres. Et nous allons une fois de plus donner une brève aperçu sur l'organisation et le fonctionnement de cette future juridiction pénale africaine, notamment sa compétence, la procédure, la saisine, ainsi que le déroulement du procès. Et nous relèverons également dans la deuxième partie les incidences qui pourront avoir lorsque ces protocoles entreront en vigueur, notamment dans le cadre de la justice pénale internationale, du fonctionnement de l'Union africaine, mais également dans le cadre des droits humains. Et donc, des primes abord, ce que nous devons savoir est que l'Afrique est résolument engagée dans la régionalisation des questions du maintien de la paix et de la sécurité à travers ces cadres de protocole des marques. L'idée de la création d'une cour régionale qui s'attribuera des compétences en matière de crimes internationaux n'est pas un projet récent. Et donc, cette idée a été discutée depuis les années 80 lors de l'élaboration de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et donc, la Guinée avait suggéré qu'on mette en place, qu'on établisse un tribunal africain qui connaîtrait des violations des droits de l'homme et des crimes internationaux en Afrique. Mais à la place, vous allez constater que c'était la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple qui a vu le jour. Et une année après, en vertu notamment du protocole de Ouagadougou en 1981, on crée la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, mais qui aurait des compétences très limitées, notamment sur les violations des droits de l'homme, mais également l'interprétation de l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et plus tard, avec l'avènement de l'Union africaine, cette idée a encore une fois de plus refait surface parce que l'Union africaine s'attribuera cette compétence, notamment d'intervenir dans les États membres en cas de menaces contre la paix et la sécurité, mais également les violations, notamment dans l'acte constitutionnel de l'Union africaine. On mentionne même les différents crimes dont l'Union africaine peut intervenir. Donc, je serai un peu lent pour aider la meilleure compréhension. Voilà, et donc, avec l'avènement de l'Union africaine, nous avions assisté à une situation en Afrique où il y a eu un ex-président tchadien, M. Hissène Habré, qui aurait commis des exactions, des crimes au Tchad et a pris exil au niveau du Sénégal. Et donc, il s'est posé une question fondamentale, notamment dans les années 2000 à 2003, quelle serait la juridiction compétente pour connaître des faits commis par l'ex-président M. Hissène Habré. Et dans ces cadres, on a essayé de créer tout d'abord une cour africaine de justice qui aurait une compétence pénale, mais cette cour n'a pas pu vraiment être effective suite à certaines difficultés dont faisait face l'ONU, notamment des difficultés financières, etc. Et donc, cette cour n'a pas pu voir le jour. Et on s'est toujours posé cette question sur la juridiction compétente. Et plus tard, on a même essayé de mettre en place des chambres extraordinaires africaines qui siégeront dans des cours sénégalaises, afin de pouvoir connaître ces différents crimes commis par M. Hissène Habré. Et vous avez constaté que quelques années plus tard, de 2003 à 2008, 5 ans plus tard, on essaye de fusionner
en vertu du protocole Shem-Shaik, la Cour africaine de justice ainsi que la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, pour donner naissance notamment à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, qui n'est pas encore entrée en vigueur jusqu'à ces jours. Et donc, vous allez constater que l'idée de créer une juridiction pénale africaine serait mort-née si certaines situations n'étaient pas intervenues. Notamment, nous sommes dans les années 2012-2013, les accusations portées devant la Cour pénale internationale contre Omar el-Béchir, mais également Uhuru Kenyatta, ont accéléré l'idée de cette création d'opérationnalisation de cette Cour qui connaîtra des crimes internationaux et c'est relevant dans les cadres régionaux. C'est ainsi qu'avec beaucoup de sessions de l'Union africaine qui ont été organisées, notamment en 2011, etc., les États africains ont pris une fois de plus un protocole qui amende les protocoles de 2008 fusionnant les deux cours, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice, les protocoles de Malabo de 2014, au mois de juin, pour ajouter une section des droits internationaux pénals à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Et donc, vous allez comprendre déjà par là que le contexte de la création de cette juridiction future, parce que ces protocoles de 2008 n'est pas encore entré en vigueur, parce que le nombre de 15 États n'est pas encore atteint pour son entrée en vigueur, mais vous allez comprendre que les États africains ont été motivés notamment par trois raisons fondamentales. La première raison, c'est que les États africains ont estimé que la compétence universelle était traitée de manière abusive, notamment par certains pays comme la Belgique, qui a, dans son cadre pénal, a une compétence extensive sur la compétence universelle, déférer certains chefs d'État et personnels africains de manière abusive. Et les États africains ont condamné cette façon de faire. Deuxième raison, c'est que les États africains ont estimé que la Cour pénale internationale, en réalité, était un cadre de néocolonialisme et d'impérialisme judiciaire. C'est d'ailleurs ce que considère Abder Bitié, que la Cour pénale internationale évolue dans une sorte de déséquilibre de traitement des affaires. Vous avez remarqué que cette Cour est instituée, ce n'est que l'Afrique qui est comme sponsor. On aurait même pu se dire qu'il s'agit d'une Cour africaine, parce que dès sa création, les États africains ont été au four et au moulin, que ce soit le premier à adopter et le dernier, qui est la République démocratique du Congo, qui a fait assez que ces créant la Cour pénale internationale entrent en vigueur. Donc, ce sont ces raisons-là qui ont motivé les États africains à pouvoir mettre en place ces protocoles de 2014 qui ajoutent une section de droit international pénal à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme en lui instaurant une section qui connaîtra des crimes internationaux, mais également des 10 autres crimes relevant du droit africain que nous allons expliciter. Et donc déjà, ceci nous envoie directement attaquer le deuxième point, s'agissant de l'organisation, mais également les fonctionnements de cette future juridiction pénale africaine. Et donc, si vous lisez les protocoles des Malabo de 2014, notamment à partir des articles 15, 16, 17 et suivants, vous verrez que cette juridiction pénale africaine n'est rien d'autre qu'une troisième section qui a été ajoutée à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Parce que la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, qui entrera en vigueur dans les futurs notamment, comprend désormais 3 sections. D'abord, il y a une section des affaires générales qui traite notamment de toute question qui n'est pas de la compétence de la section de droits de l'homme, mais également des contentieux liés à l'administration de l'Union africaine. Vous avez en deuxième lieu une section de droits de l'homme et du peuple qui connaît notamment les violations des droits de l'homme. C'est cette section qu'aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en train de s'activer en attente de l'entrée en vigueur de cette future juridiction africaine. Et enfin, vous avez la section des droits internationaux pénals qui a été ajoutée à partir de l'amendement
de 2014 créant ce qui nous intéresse ici, la juridiction pénale africaine. Maintenant, qu'en est-il de ces organes? En vertu des articles 11, 22 et 22C du protocole de Malabo de 2014, la future Cour pénale africaine, c'est-à-dire nous parlons de cette section du droit international pénal, comprend notamment une présidence qui est censée gérer toutes les affaires. Il y a également un bureau du procureur, conformément à l'article 22, mais également un bureau de la défense qui est doté de plusieurs compétences, notamment à assister les justiciables dans les cas de la défense. Et donc, si vous lisez les dispositions des articles 11 à 22C, vous verrez un certain nombre de compétences accordées à ces différents organes qui constituent d'une certaine manière l'organisation de cette section de droit international pénal. Maintenant, ce qui nous attire le plus, c'est que cette future juridiction pénale africaine, de par sa compétence, est compétente à connaître 14 crimes. Et vous avez remarqué que dans ces 14 crimes, il y a déjà 4 crimes qui relèvent notamment du statut de Rome, tels que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre, mais également les crimes d'agression. Et hormis ces 4 crimes, ce protocole de Malabo a une particularité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 10 autres crimes organisés notamment à partir des articles 28F à 28J de ces protocoles de Malabo. Notamment, vous avez par exemple la question des changements anticonstitutionnels des gouvernements, tel qu'est prévu également par l'article 25.3 de la Charte africaine sur la démocratie et les élections et la bonne gouvernance, qui prévoit d'ailleurs la sanction du retrait, mais également il y a la Constitution de l'Union africaine qui prévoit également ces crimes. À part cela, vous avez également les crimes de piraterie, prévus à l'article 28F de ces protocoles. Vous avez également les crimes de terrorisme, prévus à l'article 28G. Vous avez également les crimes de mercenariat, prévus à l'article 28H. Vous avez les crimes de corruption, vous avez le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic des drogues, mais également l'exploitation illégale des ressources naturelles. Cela induit à considérer, à ce que qualifie le professeur Mouto Biala, que le protocole de Malabo procède à une régionalisation des crimes relevant du cadre universel, mais également à un développement progressif des crimes relevant du cadre régional. Et ça, c'est une innovation, parce que le statut de Rome, comme vous le savez, ne reconnaît que 4 crimes tels que prévu à l'article 5 du statut. Parce qu'avec les crimes d'agression, aujourd'hui, il y a vraiment des difficultés pour sa répression. Et le protocole de Malabo a un cadre beaucoup plus en dépassement, parce qu'elle reconnaît, elle intègre en son sein d'autres crimes d'ordre régional. S'agissant de sa procédure, le protocole de Malabo a une procédure complémentaire. Et vous allez remarquer qu'à la fin, c'est en réalité, hormis les innovations, c'est une copie copiée par excellence du statut de Rome. Et donc, il y a le principe de complémentarité, c'est-à-dire le protocole de Malabo sera complémentaire aux juridictions nationales et sous-régionales, ce qui est différent de la CPI, parce que la CPI est complémentaire aux juridictions nationales, conformément à l'article 17, mais aussi au préambule qui prévoit ces principes de complémentarité, où les juridictions nationales ont une compétence de priorité et que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que lorsqu'il y a un manque de volonté ou un cas de capacité. Donc, vous lirez les articles 17 du statut de Rome pour avoir plus de lumière sur ça. Mais la différence avec les protocoles de Malabo, les protocoles de Malabo créent 3 niveaux d'instance. D'abord, ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes. S'il s'avère que ces juridictions ne sont pas capables ou il y a un manque de volonté ou d'autres cas, vous avez des juridictions sous-régionales. Et puis, la 3e juridiction, c'est maintenant la section de droit international pénal. Donc, il y a 3 niveaux d'instance. Par rapport au déroulement des procès, c'est toujours, ils se sont inspirés de ces cadres de la CPI. Il y a les droits des accusés qui est garanti, les principes non bis idem.
Vous avez également l'exécution des amendes et mesures de saisie. Et il y a aussi la grâce ainsi que la commutation de peine, mais également la coopération et l'assistance judiciaire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la question des incidences. C'est vrai que les États africains ont voulu régionaliser la question de la répression des crimes internationaux dans un cadre régional, mais ces protocoles dégorgent beaucoup des incidences, notamment avec la justice pénale internationale. Parce que quand vous lirez ces protocoles, vous allez remarquer que ces protocoles ne précisent pas son rapport avec la Cour pénale internationale. Or, nous le savons très bien qu'en matière du droit international, il y a ce principe de l'équivalence de juridiction internationale. Et donc, la Cour pénale internationale elle-même fonctionne sur base de la complémentarité. Et ce qui pourra nous conduire à une sorte de double complémentarité et créer un conflit de juridiction entre la juridiction pénale africaine, mais également la Cour pénale internationale. Et donc, ces défis de précision des rapports avec la CPI portent vraiment des griefs. Vous avez également et surtout la question des immunités. Parce que l'article 46 bis de ces protocoles de Malabo reconnaît non seulement au chef d'État, mais également à tout haut fonctionnaire, sans pour autant définir ce qu'on attend par haut fonctionnaire, des immunités pénales, dont ils ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni faire l'objet de quelques procédures quelconques. Et donc cela crée beaucoup de conflits, puisque la CPI déjà fonctionne sur base de l'impertinence de la qualité officielle, mais vous avez la juridiction future pénale africaine qui fonctionne sur base de la pertinence de la qualité officielle. Et donc, ces défis mettent en contradiction les obligations que les États auront au niveau de la justice pénale internationale et au niveau de la justice pénale africaine. C'est ainsi que Max Duplessis considère que les États africains essaieront de se cacher derrière ce système immunitaire pour rester pendant longtemps au pouvoir, pour échapper aux poursuites. Et donc, si on essaie d'analyser avec une approche criticisme, les États africains ont voulu tout simplement se retirer de la CPI et mettre des barrières. Parce que je vous ai rappelé au contexte historique que ce sont les poursuites que la CPI a lancées contre Omar el-Béchir, mais également Uhuru Kenyatta, qui a accéléré l'opérationnalisation de l'adoption de ces protocoles. Et donc, c'est comme si les chefs des États africains ne veulent pas être déférés devant la Cour. Et donc, ce régime des immunités a beaucoup de conséquences. Notamment, il créera une certaine discrimination entre les justiciables de la future juridiction pénale africaine. Et surtout que nous le savons, en matière de crimes, c'est beaucoup plus les personnes qui ont une certaine portion de pouvoir qui sont le plus souvent susceptibles de commettre ces différents crimes. Vous avez une deuxième incidence, c'est sur le fonctionnement de l'Union africaine. Déjà, le fait de doter à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme des 3 sections. Je l'avais rappelé au début, il y a une section des affaires générales, une section des droits de l'homme et du peuple, mais également la section du droit international pénal. Cela accentue les fonctionnements de l'Union africaine. Notamment, il y aura des déficits financiers, il y aura des déficits opérationnels par rapport aux agents. Il faut doter de ces différentes sections des juges suffisamment formés, et cela porte des incidences néfastes, mais également sur la saisine individuelle des ONG. C'est-à-dire, ce protocole reconnaît, de par sa saisine, vous avez les États partis, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui constitue, en vertu du protocole qui les crée, un système de sécurité collective au niveau régional. Donc, on peut dire qu'il a un peu le rôle qu'exerce le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez également le procureur de la SDIP, qui a des pouvoirs qui ressemblent un peu plus au procureur près la CPI. Mais vous verrez que la saisine individuelle est conditionnée par l'acceptation préalable des États. C'est un grand déficit. Donc, cette barrière, ces régimes de souverainistes des chefs d'État africains mettra en barrière. Et vous avez une condition que pose le protocole de Malabo. Pour qu'un individu ou encore un ONG puisse saisir
cette section, notamment avec l'autorisation de son État préalable, il faudrait que ces ONG aient un statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Et cela crée une discrimination parce qu'on peut assister à des ONG étrangères qui pourront être victimes de certains cas. Et donc, cela nous pousse à dire qu'il y a des incidences qui sont néfastes et constatables qu'il faudrait pallier pour que réellement on assiste à une justice pénale africaine qui serait efficace et effective. Parce que s'il faut l'analyser, les États africains n'ont pas forcément tort, puisque la CPI fonctionne sur base d'une politisation judiciaire. Mais il faut dire que cette politisation judiciaire est légale parce que les statuts de Rome prévoient également l'intervention du Conseil de sécurité, notamment à surseoir les enquêtes conformément à l'article 16, mais également d'autres pouvoirs exorbitants, surtout en matière de crimes d'agression. Mais cela ramène à croire, parce qu'aujourd'hui nous avons des cas pratiques, les cas de Netanyahou, les cas du président russe qui ne pourra pas être déféré parce qu'il y a cette question de puissance. Et donc, l'Afrique a une raison à considérer qu'il faut renforcer des mécanismes régionaux pour assurer la répression effective des crimes. Mais le grand problème, c'est que l'Afrique met des barrières avec les régimes des immunités. C'est comme si on veut sortir d'un problème en créant un autre problème. Et ça risque même de donner naissance à une sorte de mort-née, parce que déjà lorsque vous mettez barrière que les chefs des États, les hauts fonctionnaires ne répondront pas de leurs actes, cela déverrouille tout. Donc il faudrait rendre effectifs ces protocoles, mais revoir certaines dispositions, notamment l'article 46 à bis, pour verrouiller ces systèmes. Mais en termes d'innovation, toujours, le protocole de Malabo a une certaine innovation remarquable en matière de responsabilité. Elle ne se limite pas seulement à la responsabilité individuelle, mais elle reconnaît aussi la responsabilité des personnes morales. Ça, c'est quelque chose de très fondamental qu'ajoutent ces protocoles. Voilà pourquoi nous estimons, en termes de conclusion, que l'Afrique, résolument engagée à mettre en place des mécanismes de justice pénale, mais également d'assurer la répression des crimes internationaux et c'est relevant du cadre régional, a raison de pouvoir prendre ces différents mécanismes pour mettre en place et rendre effective cette juridiction pénale, mais il faudrait revoir certaines dispositions qui ne permettent pas à cette juridiction d'être vraiment effective. Parce qu'on ne voudra pas. Parce qu'avec le temps, plus il y a l'évolution, on remarque que si la CPI agit encore de manière à déstabiliser les États africains, certainement ils vont accélérer l'adoption de ce protocole. Et donc c'est ça ce que nous avions prévu d'entretenir avec vous sur cette question emblématique de la création de la juridiction pénale africaine, mais également ses incidences sur la répression des crimes internationaux, comme nous l'avions relevé. Merci et nous sommes disposés à toute forme des ajouts, remarques, aussi des questions. On remettra la parole à monsieur le modérateur.